Donc, on va débuter. Je me présente, je suis Michèle Thériault et avec Vincent Bonnin, qui est à côté de moi. Bonjour. Nous sommes les commissaires de la section Montréal de cette grande exposition Trafic, l'art conceptuel au Canada. Vous le savez, je ne sais pas si vous le savez ou non, mais je vais vous parler un peu de comment cette exposition, on est arrivé à cette exposition et qu'elle soit présentée aussi à Montréal. Donc, pour remonter un peu dans le temps, l'initiatrice en fait du projet est Barbara Fischeux, qui est elle aussi directrice d'une galerie universitaire, celle de l'Université de Toronto, la galerie Barneke. Et c'est elle, en 2004, qui s'est dit ce serait intéressant et surtout nécessaire de faire une grande exposition qui ferait le point sur l'art conceptuel, les activités conceptuelles, les réseaux que constituait l'art conceptuel, les lieux de diffusion de l'art conceptuel au Canada et au Québec, surtout parce que rien n'avait été fait et au Canada et aussi dans les expositions qui ont eu lieu dans les années 90, parce qu'il y en a eu plusieurs où il y a eu une espèce de regain d'intérêt. Il y a souvent un regain d'intérêt dans l'art conceptuel, hein? Et il y a eu des grandes expositions dans les années 90, la première étant en 90, hein? L'art conceptuel, une perspective, celle organisée par le Musée d'art moderne de la ville de Paris. La ville de Paris, oui, par Claude Gins. Oui, c'est ça. Alors, cette première expo, qui d'ailleurs a eu comme point de chute, le seul point de chute en Amérique du Nord, ça a été à Montréal. Alors, peut-être certains d'entre vous l'avaient vu au Musée d'art contemporain. Et ensuite, il y a eu, au cours des années 90, où d'ailleurs, dans cette expo, il n'y avait aucun artiste canadien, je crois. Et plus tard, dans les années 90, il y a eu cette grande expo intitulée Global Conceptualism, qui a eu lieu à New York, au musée Queens, et qui avait une autre approche, parce que la première exposition, c'était vraiment autour de l'art conceptuel comme courant historique, autour de Art and Language et du groupe un peu des quatre américains, Kossuth, Lawrence Weiner, Barry et, j'en oublie toujours un, Hubler, je pense. Et donc, Global Conceptualism ouvrait ça au phénomène du conceptualisme, qui était un phénomène international qui avait eu lieu. Et effectivement, il y a eu des activités conceptuelles et conceptualistes en Amérique du Sud, dans les pays d'Europe de l'Est, en Russie, et ainsi de suite. Et dans cette exposition aussi, le Canada était très sous-représenté, hein. Je crois que c'était Michael Snow, Joyce Whelan, Annie Tinko et puis Vincent Trasloff. Ah oui. Ouais. Et d'ailleurs, dans la publication qui accompagnait Global Conceptualism, il y avait une section qui s'intitulait Amérique du Nord, et c'était ça. On parlait du Canada un peu là-dedans, mais surtout de l'art conceptuel américain. Donc, est venue cette idée qu'il fallait vraiment faire quelque chose, surtout à une époque où on est en train de réévaluer l'importance de ce courant-là. Alors, cette exposition a été mise sur pied par un groupe de commissaires. Donc, elle s'est faite avec 6 commissaires, en fait, et selon un découpage géographique. Alors, ce qui est présenté, c'est l'art conceptuel ou les activités conceptuelles dans différents centres urbains, surtout autour des centres urbains, donc Halifax, Montréal, Toronto, Winnipeg, Calgary, Edmonton et Vancouver. Et chaque volet, comme celui-ci, là, le volet Montréal, est organisé par un commissaire ou dans notre cas, deux commissaires, moi et Vincent. Donc, ça fait que, mais je ne vais pas en discuter plus là tout de suite, mais que l'approche est différente selon, parce que c'est commissarié par des individus qui ont une approche commissariale particulière. Alors, l'approche n'est pas nécessairement la même pour chaque présentation des activités conceptuelles selon la ville. Alors voilà, je ne sais pas si sur ce plan-là, tu veux rajouter quelque chose, simplement sur la genèse de l'expo.
Pas pour l'instant. Oui, d'accord. Alors, pour le volet montréalais, ça a été quand même beaucoup de travail parce qu'il y avait peu de recherche qui a été faite à Montréal autour de ça. Et c'est une histoire qui a pas été reconnue comme à Halifax, où finalement l'art conceptuel, c'est l'histoire aussi d'une institution, hein, le Nova Scotia College of Art and Design, ou à Vancouver, où il y a des artistes d'aujourd'hui comme Jeff Wall, Ronnie Graham, Stan Douglas, qui ont reconnu l'importance de l'art conceptuel à Vancouver. Et il y a des ouvrages qui existent autour, même s'il y a encore du travail à faire de recherche. Mais Montréal, il n'y avait vraiment rien. Donc, il y a eu énormément de recherches. Il y a eu tout ce travail de recherche qui a été fait d'ailleurs par cette recherchiste Marie-Lou Saint-Pierre. Je la mentionne parce qu'elle a été vraiment très importante. Enfin, tout son travail a été vraiment crucial pour nous aider à élaborer. Alors, à partir de toute cette recherche-là et la recherche que nous, on a fait, moi et Vincent, on a élaboré ce concept de présentation qui est donc d'emblée, qui n'est pas exhaustif. Donc, on ne présente pas toutes les œuvres possibles, conceptuelles de l'époque, hein. On présente donc l'exposition pour aussi faire ressortir, si on veut, les tensions, comme Vincent dit, les frictions entre les différentes mouvances conceptuelles à l'époque. On a voulu aussi que soit présent le contexte politique de l'époque. Aussi, donc les œuvres sont regroupées par exemple, dans cette salle, on retrouve une section qu'on appelle les médiateurs, mais aussi où on trouve des œuvres qui sont parmi les premières réalisées, comme par exemple l'œuvre qui est derrière, au fond là, de Bill Vazan, qui s'intitule Canada entre parenthèses, où Bill Vazan, s'il y a un artiste en fait montréalais qu'on rattache à l'art conceptuel et qui était connu comme un artiste qui était montréalais et artiste conceptuel, c'est bien Bill Vazan. Hein, qui, lui, prônait une espèce de notion de communication totale à travers des œuvres comme Canada Line, qui est derrière, là où il y a des tracés qui font que différentes institutions canadiennes se retrouvent liées. Donc, c'est cette espèce de notion de communication et de réseau d'artistes aussi. Alors, et des œuvres comme celle de Melvin Charney au fond là, réalisée en 65, celle de Bill Vazan date de 69, donc c'est très tôt à Montréal, et celle de Bill Vazan en 65. Et donc, Vazan, Charney sont si on veut, des médiateurs importants de l'époque. Qui ont réalisé aussi, dans le cas de Melvin Charney, l'exposition Montréal plus ou moins en 71 au Musée des Beaux-Arts de Montréal, où il y avait certaines stratégies conceptuelles qui sont intégrées dans l'exposition. Et aussi, on retrouve cette œuvre de Robert Walker qui est réalisée plus tard, en 75, mais qui brosse un portrait de, si on veut, du milieu culturel de l'époque, parce que tout en reprenant cette manière de présenter en gris, là, où ces photos sont prises, ça semble être dans différents vernissages à l'époque, où on voit un peu le paysage et des culturel de l'époque, du milieu des arts visuels de l'époque, où on retrouve, par exemple, un autre médiateur important, Normand Thériault, Gilles Toupin qui était critique à la presse et tout ça. Alors, c'est Robert Walker qui serre la main de tous ces intervenants. Chantal Pontbriand qui éventuellement deviendra directrice de Parachute. Et voilà. Et Normand Thériault, si on se rappelle, est quelqu'un qui a été vraiment un défenseur de l'art conceptuel, pas uniquement de l'art conceptuel, mais défenseur de tout ce qui pouvait être décloisonné ou prôner un décloisonnement des pratiques artistiques. Donc, aussi, dans cet espace, on retrouve
au fond, l'événement ou l'exposition conceptuelle de l'époque, enfin le grand événement qui a eu lieu à Montréal d'art conceptuel. Et enfin, étrangement, si à Montréal, l'art conceptuel a eu moins de présence que peut-être Toronto, Vancouver ou certainement Halifax, ou a été moins reconnu, c'est à Montréal qu'il y a eu vraiment l'exposition exemplaire d'art conceptuel, qui est une expo qui s'intitulait, en fait, c'est les coordonnées géodésiques, c'est ça? Ouais, de Montréal. De Montréal. 45 degrés, 30, je ne sais plus ce que c'est exactement, mais c'est indiqué là. Ici, là, vous avez 45 degrés, 30. Et c'est les coordonnées géodésiques de Montréal. Et cette exposition a eu lieu à les Sir George William Galleries, donc à Concordia. Et aussi, c'était en deux parties, en deux volets plutôt, et au Centre Sidney Bronfman, qui était sur la côte Sainte-Catherine à l'époque. Alors, dans cette exposition qui a été organisée par Bill Vazan, et par deux autres intervenants importants de l'époque, Arthur Bardot, qui était critique au Montreal Star, et quelqu'un qui était un Américain, qui était à Montréal et qui avait connu ou connaissait Lucy Lippard, et qui a été un défenseur des pratiques conceptuelles aussi. Et Gary Coward, qui était un artiste et aussi, je crois, un étudiant à Concordia. Ils ont organisé cette exposition et je crois que c'est surtout Bill Vazan qui a été responsable du choix des artistes, où on retrouve un peu le canon de l'art conceptuel de l'époque, parce qu'il y a des œuvres de Sol LeWitt, par exemple. Et autour de cette exposition, il y a eu cette publication qui est composée de fiches, finalement, où on retrouve ce qui est très typique de l'art conceptuel, des propositions d'artistes ou des propositions ou des, si on veut, des textes, des propositions linguistiques, parce qu'on sait qu'autour de l'art conceptuel, la notion de langage est très importante. Langage parce que pas simplement des œuvres constituées de langage, mais qu'une œuvre d'art peut être appréhendée à travers le langage et peut être constituée par le langage, donc autrement que par le visuel ou l'optique. Donc on retrouve des commentaires ou des propositions ou des énoncés plutôt d'artistes comme Les Levine, Mel Bachner, Hans Haacke, qui sont tous des artistes qui, dans la mouvance conceptuelle. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Je pourrais peut-être ajouter que Bardot, Coward et Vazan ont aussi colligé des citations d'auteurs, de philosophes qui les inspiraient. Donc, dans le lot, on a Marcuse, Peirce et d'autres. Évidemment, à cette époque-là, le champ de référence théorique des artistes était assez limité. Ils puisaient tous aux mêmes sources. Et puis, la forme du catalogue de l'exposition coordonnée, donc le rassemblement de propositions artistiques sur fiches, évidemment, rappelle les catalogues de la commissaire et critique Lucy Lippard, réalisés quelques années plus tôt, donc en 1969. Et puis Bardot avait côtoyé Lippard à New York. Ils ont emprunté la forme du catalogue pour en faire autre chose. Et puis, le catalogue de Lippard a été disséminé à travers les États-Unis et en Europe par l'intermédiaire d'une liste d'adresses, de la liste d'adresses du galériste Sid Segelov. Et puis, le catalogue de l'exposition coordonnée a aussi circulé peut-être dans un bassin ou disons dans un périmètre moins grand à travers les États-Unis parce qu'il était assez compact. Donc, finalement, ça permet aux artistes montréalais d'avoir une certaine visibilité. Par ailleurs, l'exposition a eu peu d'impact à Montréal et au Canada à cette époque-là. Donc, c'est un premier transfert culturel.
qui n'a pas nécessairement donné lieu à une assimilation de l'art conceptuel dans le milieu des arts visuels à Montréal. C'est ça. Si ce n'est pas clair pour tout le monde, en fait, le catalogue était distribué aussi dans une espèce de sac en plastique. Et on voit même une photo d'un des organisateurs, Gary Coward, qui est en train de le placer dans ces petits sacs en plastique, mais il était distribué comme ça, dans une espèce de distributeur à journaux. Puis il y a aussi Ian Wallace, qui a collaboré avec Vazan pour réaliser cette œuvre-là. Et puis aussi une autre œuvre qui se trouve dans la vitrine a réalisé une version de son magazine Piece qui consistait à disposer les pages d'un magazine sur un mur. Il y a une œuvre de Michael Snow, des sorties d'imprimantes de poèmes que Greg Corno a composés avec un ordinateur. Et puis une œuvre de Sol LeWitt qui se trouvait sur la vitrine, sur les fenêtres du centre Sadie Brofman. Ouais. On va se déplacer de l'autre côté. Est-ce que s'il y a des questions, si vous pouvez les poser tout de suite, if there's questions. Donc, dans cette salle, il y a de nombreuses œuvres et vous voyez au centre qu'il y a un écran suspendu avec une œuvre de Joyce Whelan. Joyce Whelan qui n'était pas montréalaise, mais c'est un film qui vous présente la bouche et les paroles de Pierre Vallière. Mais Vincent va en parler tout à l'heure, alors je ne vais pas en dire plus. Mais tout à l'heure, je vous disais que nous, on a vraiment voulu pas être exhaustif sur le plan des œuvres parce qu'on s'est dit que c'était plus important de présenter les différentes mouvances, mais aussi de rendre très présent le contexte politique de l'époque. Alors, il faut se rappeler quand il y a plusieurs choses, en fait, puis je vais les mentionner. C'est qu'on est vraiment à l'époque, la Révolution tranquille dans les années 60 et ça porte ses fruits dans les années 70, si on veut. Mais l'État québécois, comme on le connaît aujourd'hui, a été pas mal constitué dans les années 60, c'est-à-dire que les ministères qu'on connaît bien du gouvernement québécois aujourd'hui ont été presque tous créés à la fin des années 60. Le ministère des Affaires culturelles beaucoup plus tôt, hein, c'était dans le début, je pense, 62, 63, je pense, le ministère des Affaires culturelles, et le Musée d'art contemporain en 65. Le réseau des universités du Québec a été créé en 1969. Il faut se rappeler que les francophones plus pauvres et moins instruits avaient accès seulement à l'Université de Montréal à l'époque, dans une ville où il y avait déjà 2 universités anglaises et une majorité de francophones. Alors, tout ça pour dire que la division entre anglais et français était très prononcée. On était en plein débat linguistique et aussi en plein nationalisme dans le sens de cette lutte pour l'émancipation du Québec français, francophone. Mais aussi, tout ça s'inscrit dans un mouvement plus élargi, hein, comme l'a démontré l'autre jour Sean Mills, un jeune historien qui a écrit un bouquin très intéressant sur le militantisme politique à Montréal dans les années 60 et le postcolonialisme et les luttes de décolonisation à l'époque. Alors, cette mouvance au Québec s'inscrit aussi dans une mouvance plus internationale de décolonisation. Donc, aussi, il faut penser à la mouvance de la contre-culture américaine. À Montréal, tout à l'heure, on va vous parler un peu des périodiques, mais à Montréal, il y avait tout un foisonnement dans l'édition. Il y avait beaucoup de revues qui se créaient et qui disparaissaient aussi rapidement, hein, certaines qui ont été créées, puis il y a eu 2 numéros et ont disparu, mais il faut penser à Parti pris, à Mainmise, qui s'inspirait beaucoup de la contre-culture américaine et a été une des premières revues, a été une revue qui a publié les premières traductions, hein, Vincent, des
de certains penseurs américains de la contre-culture. Oui, c'est ça, dont Marshall McLuhan, Buckminster Fuller et d'autres. Les premières traductions en français, bien sûr. Alors, tout ça, on a voulu rendre ça présent dans cet examen des activités conceptuelles à Montréal. Autre chose, la peinture à Montréal, le refus global. C'est-à-dire qu'à Montréal, ce qui se passait, ou au Québec, c'est que le refus global, c'est vraiment un marqueur identitaire très, très puissant. C'est non seulement une rupture esthétique, mais c'est une rupture qui correspond à une notion de libération, si on veut, d'émancipation, et ça se fait par la peinture. Et la peinture, de ce fait, je crois, enfin, on croit tous les deux, que la peinture et l'acte pictural devient une espèce de contrainte par rapport à ces autres pratiques, à la reconnaissance, si on veut, de ces autres pratiques artistiques qui ne sont pas picturales. Hein? Oui, peut-être que je pourrais ajouter une chose à ce sujet, c'est que dans le Canada, disons anglo-saxon, anglophone, comme aux États-Unis, à cette époque-là, l'une des cibles, c'était Clement Greenberg. Donc, on associait le formalisme à l'étroitesse d'esprit, au conservatisme des idées de Greenberg. Et puis, évidemment, sous-jacent à ça, il y avait toute l'histoire des États-Unis, de l'impérialisme américain, donc la façon dont les États-Unis ont utilisé l'art moderne comme outil patriotique à cette époque-là. Et puis au Québec, le signifiant peinture était associé, comme le disait Michel, à la prise de parole de Bordua, donc finalement à une forme d'émancipation. Donc, c'était évidemment, c'était pas une cible. Bordua était plutôt un intellectuel public, une figure tutélaire qui inspirait non seulement les artistes, mais l'ensemble de la société québécoise. Donc, on a voulu aussi mettre en avant la peinture à Montréal, dans le sens que comment elle est un peu traversée par des considérations plus conceptuelles. Alors, derrière moi, sur ce mur, il y a un ensemble de lithographies de Yves Gaucher. On sait Yves Gaucher, comme Toussignan, comme Molinari, ce sont des grands peintres québécois de l'abstraction géométrique. Et c'est sûr que Yves Gaucher, s'il était ici, me dirait, mais voyons, ça n'a rien à voir, mon travail n'a rien à voir avec l'art. Je ne suis pas un peintre conceptuel. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a il y a quelque chose de programmatique dans cette suite de lithographie et quelque chose qui, finalement, qui remet en question les limites de l'art ou qui pose la question, qui questionne les limites de l'art. Et parce que l'œuvre est, dans sa simplicité, il y a aussi une notion de dématérialisation, mais qui aboutit pas à l'absence ou la disparition de l'objet, bien sûr. Et un autre peintre, mais enfin, Charles Gagnon, qui finalement est peut-être notre premier artiste inter- et multidisciplinaire au Québec. Je ne pense pas assez reconnu pour cette multidisciplinarité, mais qui était cinéaste et photographe, mais qui est dans ces quelques films qu'il a produits, celui-ci, Le son d'un espace, The Sound of Space, un film très énigmatique et qui pose toutes sortes de questions, mais où on le voit se promener avec un objet emballé très mystérieux qui finalement il déballe et c'est un vélo. Et il se retrouve dans son atelier où on voit tous ses attributs, enfin les tableaux, ses pinceaux et tout ça. Et c'est malheureux, mais c'est pas le moment où je parle. Mais à un moment, il va déballer là ce vélo, mais on va le voir monter sur la bicyclette. Et il va faire le tour de son atelier en passant devant un grand tableau. À un moment donné, on le voit là, dans le film. Et donc, il y a une espèce d'activité dans le champ et hors du champ, si on veut, qui est liée au cinéma expérimental et au cadre cinématographique.
Donc, ce qui est important ici, c'est qu'il y a des considérations, si on veut, plus conceptuelles dans le travail de cet artiste qui était aussi, ou souvent reconnu comme peintre, mais qui était aussi photographe et cinéaste. Et aussi 2 photographies réalisées par John Neward, où on voit l'artiste lui-même dans l'œuvre, où on voit finalement les espèces de composantes d'une œuvre, un tuyau, un mur, le sol, le corps de l'artiste. Alors, c'est aussi là qu'on voit que ces considérations où l'œuvre, il y a une espèce de réflexion autour de la référentialité même des composantes de l'œuvre, et puis ça aussi, c'est des considérations, si on veut, conceptuelles. Et donc, dans cet espace, je me retourne, sur ce mur, on a des artistes qui appartenaient et qui ont exposé chez Véhicule et aussi qui ont été fondateurs de Véhicule. Et ce qui est important aussi, c'est non seulement ce qui est présenté, ces œuvres qui sont présentées au mur, mais aussi la création de Véhicule Art et en général des centres d'artistes. Parce que ce qui se passait, c'est que dans toutes ces formes d'art, beaucoup plus expérimentales, c'est que les institutions qui existaient à l'époque, à Montréal, c'était le Musée d'art contemporain et le Musée des beaux-arts de Montréal, n'accueillaient pas ce type de travail-là. Étaient encore des institutions qui présentaient beaucoup des œuvres, c'est-à-dire peinture, sculpture, dessin, et ainsi de suite. Donc, les artistes ont dû, et c'est le cas pour tout l'art conceptuel au Canada, créer eux-mêmes ces lieux pour se donner les ressources pour créer leur travail et aussi le diffuser. Hein, je crois A-Space à Toronto a été créé à la même époque et c'était aussi un grand centre de diffusion de l'art conceptuel. Mais à Montréal, Véhicule Art, ce n'était pas uniquement l'art conceptuel, on y retrouvait aussi des mouvances post-minimalistes, du process art. Puis de la littérature aussi. Oui, de la poésie et tout ça. Il y a eu les presses aussi qui ont été créées. Parmi les fondateurs, qui étaient surtout aussi anglophones, on retrouve Suzy Lake, qui était une Américaine, parce que des Américains sont beaucoup venus au Canada à l'époque. Il y en a beaucoup qui sont allés à Toronto et aussi à Montréal. À Concordia, certains professeurs étaient des Américains qui sont venus au moment de la guerre du Vietnam et qui étaient ce qu'on appelle des draft dodgers, qui ne voulaient pas servir dans l'armée américaine ou aller au Vietnam. Alors, se sont réfugiés au Canada. Alors, Suzy Lake était une Américaine et puis d'autres qui venaient au Canada pour des raisons idéologiques. Donc, eux, ce sont... Et beaucoup des fondateurs de Véhicules, en 72, c'est ça, ont participé à l'exposition des coordonnées aussi. Et la création de Véhicules s'est faite quelques mois, hein, Oui, après. En fait, ça se fomentait à l'époque de la conception de l'exposition. Donc, donc Vazan et d'autres, Tom Dean, entre autres, discutaient de créer une coopérative. Puis à cette époque-là, il y avait le modèle d'A-Space à Toronto, donc qui a été créé. Et d'ailleurs, les artistes de Véhicule étaient très proches de ceux d'A-Space. Puis il y a une œuvre qui le démontre, c'est celle de Gunter Nolte, dont le titre m'échappe. C'est Intervention. Oui, c'est ça, Intervention. Donc, il s'agit d'une œuvre assez simple dans la foulée du process art où Nolte a déversé plusieurs gallons de glaise sur le sol de la galerie Véhicule. Par ailleurs, le projet a été réalisé un an plus tôt à A-Space. Donc, finalement, cette œuvre-là devient emblématique des liens qui s'établissaient à l'époque entre les artistes de Toronto et de Montréal. Et des œuvres de Suzy Lake, au fond, là, qui était vraiment une intervenante importante à Montréal, très, très active et dynamique. Des œuvres un peu hybrides, hein, où il y a des considérations féministes, conceptuelles. Vincent, hier, m'en parlait, et puis disant, quand on regarde l'œuvre du bas, là, Genuine Simulation, on pense un peu
peut-être à cause du maquillage, de la transformation, au Théâtre Buteau, mais des œuvres qui annoncent aussi le travail sur l'identité de soi et l'identité féministe des années 80. Qui a des liens aussi avec le travail de Martha Wilson qui se faisait à Halifax à l'époque et qui a fait l'objet d'une exposition ici l'année dernière. L'œuvre du haut, ça vaut la peine d'en parler un peu, de la mentionner, parce que c'est Suzy Lake qui se transforme en Gilles Gerbrandt, et certains d'entre vous ont connu Gilles Gerbrandt. Gilles Gerbrandt avait une galerie, la galerie Gilles Gerbrandt à Montréal. C'était un Belge qui était venu s'installer à Montréal en 1974 et qui défendait beaucoup l'art systémique, c'est ça, hein? Génératif. Génératif, excusez-moi. Et aussi a présenté certains artistes conceptuels, les artistes de London en Ontario, les frères Rabinovich, Morelli, c'est François, je crois, en fait. C'est Morellet, peut-être? Morellet. Merci, Gilles. Voilà. Alors, et d'autres, hein, quels autres? Enfin, c'est beaucoup d'art génératif et puis donc et qui présentait aussi beaucoup le travail de Suzy Lake. Donc pour Montréal, c'est intéressant d'avoir cette représentation parce que des galeries comme Gilles Gerbrandt ont été très importantes pour la diffusion de ce type de travail-là à l'époque. Je vais laisser Vincent parler de Joyce Whelan et de la vidéo, mais aussi mentionner l'œuvre derrière qui est très importante de Françoise Sullivan, qui est vraiment où on peut faire la voir en fonction de l'œuvre de Bill Vazan, qui est là-bas, Canada Line, où chacun, dans cette œuvre, Françoise Sullivan, qui est surtout connue comme peintre aujourd'hui, et aussi qui est connue, célèbre, parce qu'elle elle a été signataire du Refus global, une chorégraphe, une danseuse importante. Et cette œuvre, c'est une promenade, et elle a eu une période conceptuelle. Elle fait cette promenade entre les deux musées, le Musée des beaux-arts de Montréal et le Musée d'art contemporain. Alors, évidemment, c'est le corps dans l'espace, l'œuvre qui se fait dans cette promenade entre deux musées, et une œuvre qui est présentée à nous comme document. Donc, ce qui reste de l'œuvre, c'est ces traces où elle photographie chaque étape de sa trajectoire, du parcours, en fait. Et donc, une œuvre qui a une dimension politique parce que ça situe l'artiste et cette pratique-là entre les deux musées où cette promenade ne peut se faire, bien sûr, et aussi l'artiste peut-être qui se situe entre deux communautés linguistiques, parce qu'à l'époque, le Musée des beaux-arts représentait vraiment l'élite anglophone, donc le pouvoir économique. La division était profonde, comme je mentionnais tout à l'heure. Et le travail de Bill Vazan, qui est aussi sur le territoire, mais qui n'a pas cette dimension politique, hein, qui est beaucoup plus autour des réseaux d'artistes et du communicationnel. Alors, je vais laisser peut-être Vincent continuer. Je pourrais peut-être ajouter une chose aussi sur cette œuvre-là qui est, disons, un détail assez fascinant. J'ai discuté avec Françoise Sullivan à l'étape de la recherche et puis je lui ai posé la question pourquoi cette marche entre les deux musées. Et puis elle m'a répondu à l'époque, j'espérais investir l'espace qu'il reste ou l'espace résiduel au moment où les artistes abandonnent les institutions. Donc, elle avait aussi côtoyé les artistes du mouvement de l'Arte Povera en Italie. Et puis, elle était membre active de la galerie Véhicule, mais plus âgée que la plupart des artistes qui prenaient part aux activités, en fait, qui ont participé à la création de Véhicules à cette époque-là. Mais elle avait un bagage d'expérience qui a servi beaucoup à la programmation de Véhicules à cette époque-là.
donc, je vais enchaîner avec ce qu'on a intitulé Antagonisme et utopie dans notre découpage thématique. Au moment de la conception de l'exposition, Michel et moi, on se posait beaucoup de questions sur le contexte sociopolitique qui a infléchi les pratiques, la littérature, les sciences humaines, mais moins le champ des arts visuels. Et puis, quand on se penche sur les pratiques conceptualistes dans les pays de l'ex-bloc communiste ou en Amérique du Sud, on constate dans quelle mesure les artistes se sont accaparés ou se sont appropriés le canon nord-américain, les stratégies des artistes new-yorkais, et pour les détourner et en faire des outils politiques, des outils de contre-information. Donc, il y a plusieurs exemples à cet effet, surtout en Amérique du Sud. Et puis, au Québec, à une époque où en fait, une grande partie des intellectuels se trouvaient à gauche, et puis où dans le champ littéraire, les auteurs s'identifiaient à la langue orale, ou disons, se posaient beaucoup de questions sur leur rapport au langage et anglais et français. Dans les arts visuels, ces questions-là n'ont pas été posées d'une façon aussi manifeste. Donc, on se trouvait, disons, avec un vide à combler. Et puis, on a décidé de présenter ce film de Joyce Whelan qui s'intitule Pierre Vallière. Et puis, en fait, c'est un peu une entorse à la règle de l'exposition du découpage par ville ou par région, parce que Joyce Whelan est une artiste, et à l'époque, une artiste ontarienne. Elle avait passé une dizaine d'années à New York avec son conjoint Michael Snow, donc elle était de retour au Canada à cette époque-là. Et puis, je ne veux pas aller dans les détails là, sur l'œuvre de Joyce Whelan parce que je pourrais en parler assez longuement. Ce que j'aimerais dire, c'est qu'on a choisi cette œuvre-là non seulement pour son contenu, mais aussi pour sa forme, parce qu'il s'agit d'un film dans la veine structurale. Donc, en gros, le cinéma structural ou structuraliste utilisait des règles assez strictes, où les cinéastes de la veine structurale utilisaient des règles assez strictes pour penser, planifier le tournage du film, ou penser, planifier le tournage et le montage du film. Donc, ici, vous avez 3 rouleaux de pellicule exposés, et puis chacun de ces segments correspond à une portion d'un discours que Pierre Vallière a improvisé. Donc, la première partie du film rend compte de la relocalisation de Pierre Vallière à Mont-Laurier à cette époque-là, après une période où il a fait de la prison. Donc, il remet en question certains de ses idéaux de la fin des années 60. Et puis ensuite, il y a une deuxième partie sur le féminisme et puis la troisième partie sur les droits des peuples, des Premières Nations. Donc, finalement, ce film-là cristallise d'une façon assez complexe plusieurs enjeux que les œuvres ne véhiculent pas de façon manifeste, disons.
Elle véhicule ces enjeux-là en sourdine, mais pas d'une façon aussi manifeste que le film de Joyce Whelan. Et puis ensuite, il y a un autre élément qui vient se juxtaposer au film. C'est un document assez brut d'une conférence qui a été organisée au Musée d'art contemporain à l'époque de l'exposition Québec 75. Donc, exposition que Normand Thériault a organisée. Il y a travaillé pendant plusieurs années. Le processus d'organisation de l'exposition a été assez complexe et laborieux. Normand Thériault avait une idée assez précise du contenu de son exposition. Il voulait mettre de l'avant la dimension sociologique ou culturelle du travail des artistes, mais il avait conçu son exposition pour aller au-delà de la question de la forme ou de la question des arts visuels et embrasser d'autres disciplines, d'autres enjeux. Donc, dans le cadre de l'exposition, il y avait un volet sur le cinéma, un volet sur la vidéo. Est-ce que oui, ça va? Oui. Oui. Et puis, la conférence réunissait deux factions d'artistes. Donc, la première qui défendait, disons, l'art pour l'art ou le formalisme dans la foulée des plasticiens, et puis l'autre faction qui défendait plutôt un art engagé dans la foulée des événements qui ont eu lieu quelques années plus tôt, par exemple la série de conférences Déclic, où les artistes ont pris la parole pour défendre leurs droits en tant que travailleurs culturels. Donc, finalement, ce débat-là n'a pas mené à une synthèse. Il exacerbe plutôt les conflits ou les antagonismes entre les artistes à cette époque-là. Et puis, bien que Bill Vazan et Melvin Charney aient été présents, on ne discute pas de l'art conceptuel. Donc, c'est vraiment... et puis d'ailleurs, certaines œuvres de l'exposition de Normand Thériault se rattachaient à cet idiome de l'art conceptuel, mais la conférence n'aborde pas, disons, l'art conceptuel d'une façon précise. En fait, anecdote, à la toute fin de la vidéo, on annonce la venue de Pierre Vallière comme conférencier et puis il ne se présente pas. Mais ça m'amène à discuter d'un autre élément. Donc, Pierre Vallière comme un personnage fantôme dans notre exposition. En 1975, l'artiste Robert Walker organise une exposition à la Galerie Optica qui s'intitule Caméra. Donc, c'est une exposition qui fait un peu le bilan des pratiques photographiques à Montréal. Donc, on y trouve deux tendances, la photographie documentaire et puis la photographie dans la foulée du process art ou du post-minimalisme, tel que la pratiquaient les artistes de la Galerie Véhicule. Et puis, dans le catalogue d'exposition, il y a trois textes. Donc, un texte de Les Levine, un texte de Chantal Pontbriand, et puis ensuite, un texte de Pierre Vallière, où finalement, il dit que les pratiques des artistes de véhicules, des artistes anglophones de véhicules et des pratiques, disons, des artistes qui s'inscrivaient plutôt dans une tradition documentaire, sont des calques de l'art américain de cette époque-là. Donc, finalement, pour cette raison-là, leur coefficient politique est assez réduit. Donc, c'est intéressant de voir, de lire le point de vue d'un militant, d'un intellectuel public sur l'art contemporain à cette époque-là. Donc, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Oui. Peut-être juste mentionner, tu parlais tout à l'heure de la prise de souligner à quel point la parole directe, la prise de parole, le débat public
était très, très fréquent à l'époque et important. Puis comme tu disais, on dirait que la parole, peut-être à cause de... aussi, on voit ça dans les revues. Le type de poésie, comme des poètes comme c'est Denis Vanier, je crois, le côté très rude de la chose, plus cru et tout ça, et la parole qui est toujours... en fait, on pourrait dire que c'est une époque très bruyante. Et comme arrière-fond, c'est un arrière-fond bruyant de débats sans résolution souvent. On n'arrive pas à un consensus, si on veut. Ouais. Non, non, c'est ça. D'ailleurs, plusieurs des débats de l'époque sont toujours irrésolus aujourd'hui. Effectivement. Donc, c'est ça. Ben, peut-être que je peux m'arrêter. Est-ce qu'il y a des questions pour l'instant? Oui. Oui. C'est Sainte-Catherine. Non, la galerie véhiculaire était située... Où était située la véhiculaire? C'était sur Sainte-Catherine, près de Saint-Laurent, non? Oui, en fait, c'est dans l'immeuble qui se trouve à l'intersection de la rue Sainte-Catherine et Saint-Laurent. Donc, tout près du 222, de l'immeuble du 222. Mais j'ai l'impression que ça n'existe plus, ce bâtiment-là. Non, ça existe encore. Ah, OK, d'accord. C'est ça. Mais c'est au coin de Saint-Laurent, sur Sainte-Catherine, au coin de Saint-Laurent. C'était au 2e étage de l'immeuble. Donc, on va passer à, disons, un autre groupe d'artistes qui ont amorcé leur travail un peu plus tard. Ils n'avaient pas de lien direct avec les fondateurs de la galerie véhiculaire. Et puis, certains d'entre eux ont fait des études universitaires à la maîtrise. Et puis, leur travail se caractérise par une interdisciplinarité plus élaborée que leurs prédécesseurs. Donc, il s'agit de Raymond Gervais, Robert Racine, Tim Clark et David Thomas. Je ne vais pas aller dans le détail, disons, pour parler du travail de Raymond Gervais. Il y a eu une exposition vraiment exceptionnelle ici à la galerie qui a mis de l'avant le travail, les premières années du travail de Raymond Gervais. Et puis, il y a aussi un catalogue avec plusieurs essais qui explicitent cette pratique-là. On a choisi de présenter cette œuvre de Raymond Gervais, 12 plus 1, où il y a, en fait, c'est une œuvre où il y a rassemblé un échantillon, un fragment de sa collection de disques, et puis il a configuré ces disques-là pour créer des frictions entre des musiques de plusieurs parties du globe, ou bien entre plusieurs interprétations d'une même œuvre classique. Et puis, ces interférences-là n'avaient pas une valeur uniquement sonore, mais marquaient, disons, les points de convergence ou de friction entre les cultures musicales ou entre les cultures de chacune de ces musiques. Et puis, ensuite, il y a Vexation de Robert Racine. Donc, c'est une œuvre qui a été réalisée à Véhiculaire. Là, j'ai 78, c'est ça. Et puis, en fait, la particularité de cette performance-là, c'est que Robert Racine a été le premier à la réaliser selon le programme d'Éric Satie. Donc, auparavant, certains artistes, certains performeurs prenaient le relais pour interpréter la partition de Satie.
mais Racine l'a interprété de bout en bout. Donc, finalement, en fait, je peux vous parler un peu de l'œuvre de Satie. Donc, c'est une partition assez courte qui doit être répétée. Michel, combien de oui, Excuse-moi. oui. Ah oui, c'est ça, c'est 800, combien de fois? 840. Oui, oui, c'est ça. Donc, finalement, ce qui est intéressant dans ce travail-là, c'est que en réalisant la performance, Racine s'inscrit dans l'histoire. Donc, finalement, il réalise un exploit et puis ça se rattache à son intérêt pour l'historicité elle-même, donc pour les avant-gardes. Et puis, cette inscription historique à cette époque-là est très importante pour certains artistes qui espèrent se positionner dans une tradition, dans une certaine avant-garde européenne au Québec. Donc, Raymond Gervais et Robert Racine sont des collaborateurs, des amis à cette époque-là. Et ils ont ce même intérêt pour l'histoire de la musique et l'histoire des avant-gardes. Donc, dans le cas du travail de Tim Clark et David Thomas, disons que la question de la référence est un peu plus complexe ou problématisée. Le travail de David Thomas de cette époque-là a émergé lors de ses études universitaires à l'Université Concordia. Donc, à ce moment-là, il s'intéressait beaucoup à l'histoire des sciences. Et puis, il a réalisé une série d'œuvres composées de dessins et puis de transcriptions d'articles scientifiques où finalement l'artefact scientifique se déplace d'un contexte de l'institution de la science au champ de l'art. Et puis, c'est cette transition qu'investit Thomas dans ces œuvres-là. Tim Clark, quant à lui, travaille plutôt au confluent, ou disons, dans l'intervalle au confluent de la philosophie ou de l'histoire de la philosophie et de la performance d'endurance caractéristique de, disons, la première portion des années 70. Donc, en fait, je vais peut-être passer. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Non, mais oui? Tout ça, c'est derrière ici, là, si vous vous demandez où ça se trouve, Oui. ces deux artistes. Et puis aussi, non, moi, ça va. Oui. Tu peux continuer. Donc, peut-être pour finir, ensuite, on va vous permettre de poser des questions. Pour finir, je vais parler de la série de vitrines qui se trouve en fin de parcours, dans lesquelles on a placé un échantillon de catalogues d'expositions importantes de l'époque, ainsi que des périodiques. Comme le disait Michel plus tôt, à l'époque, disons, à Montréal, au milieu des années 60, les périodiques ont joué un rôle très important pour favoriser la prise de parole des intellectuels. Et puis, dans la foulée, les artistes ont aussi créé des périodiques, entre autres Médias, sous la direction de Normand Thériault. À l'époque, Normand Thériault enseignait, en fait, était chargé de cours à l'UQAM et avait initié, avec Rose-Marie Arbeau, le groupe de recherche sur l'administration de l'art. Donc, le nom semble un peu curieux, mais en fait, il n'y avait rien à voir avec le contenu du groupe, qui s'est plutôt concentré sur l'actualité de l'art contemporain à l'époque. Donc, les étudiants étaient vraiment investis à la fois à l'étape de conception, de planification du contenu éditorial de la revue, mais aussi lors de sa conception.
Donc, ils ont publié des articles sur l'actualité de l'art canadien dans son ensemble. Certains étudiants voyageaient à l'étranger, dont Chantal Pontbriand à cette époque-là. Et puis, ils ont pu rédiger des recensions d'expositions comme la Documenta. Et puis, donc finalement, c'était un outil de diffusion de l'actualité de l'art à cette époque-là. Au même moment, Tom Dean a publié la revue Beaux-Arts, qui se présentait un peu comme le pendant montréalais anglophone de la revue File, publiée par General Idea à Toronto. Donc, la revue Beaux-Arts a eu une durée de vie assez limitée. Et puis ensuite, c'est Parachute qui a pris la relève. Donc, Parachute fondé en 1975 par France Morin et Chantal Pontbriand. Et puis, les premiers numéros ont mis de l'avant les pratiques conceptuelles en les liant à d'autres pratiques de la néo-avant-garde de cette époque-là. Et puis, Parachute avait un contenu en partie bilingue. Et puis, c'est vraiment la revue qui a permis qui a complété le processus de décloisonnement amorcé par Vazan, Thériault et d'autres au tout début des années 70 pour devenir finalement une plateforme de débat qui a eu une durée de vie assez exceptionnelle. Donc, voilà. Puis d'ailleurs, le groupe de recherche en administration de l'art que Normand Thériault dirigeait à l'UQAM, qui a eu une durée de vie de seulement 2 ans. Et il y avait la publication de la revue Médiane, mais beaucoup des étudiants sont devenus des intervenants. D'ailleurs, Chantal Pontbriand, Alain Parent, qui est devenu directeur du Musée d'art contemporain? Non, mais conservateur. Merci. Et René Blouin aussi était un étudiant dans le groupe d'administration de l'art. Et ces gens-là sont devenus vraiment importants à Montréal. René Blouin avec une galerie. Enfin, il a été agent au Conseil des arts. Ensuite, il a créé sa galerie. Et Chantal Pontbriand, comme on sait, directrice de Parachute. Voilà. Et puis, il y en a d'autres aussi qui étaient très actifs dans le milieu. Et ces mêmes étudiants, je pense aussi, ont beaucoup travaillé à Québec 75 quelques années plus tard aussi. Oui, en fait, la classe de Normand Thériault, Médiare, le groupe de recherche sur l'administration de l'art est un peu le débouché de toutes les révoltes étudiantes qui ont eu lieu plus tôt, avant la création de l'UQAM. Donc, au milieu des années 60, les étudiants ont fait la grève. Ils ont demandé au gouvernement, en fait, au ministère de l'Éducation à cette époque-là, de produire des rapports et puis de repenser le système d'enseignement. Et puis l'UQAM est une conséquence de ça. Et puis la période où Normand Thériault a enseigné était finalement une période laboratoire essentielle pour mettre en place, décloisonner le monde de l'art. Comme Normand Thériault a dit, parce qu'il faut, c'est assez drôle, qu'il n'y avait rien à administrer, donc il fallait créer de la matière à administrer. Donc, ils ont créé une revue, ils ont organisé des expos. Alors, voilà. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions? C'est pas le même. Non. 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 Ouais. Questions in English or no? Yes? Oui? Non. Français.
Les revues sont derrière. Il y a aussi des catalogues, tu les as mentionnés, de l'époque. Et puis les premiers numéros de Parachute, qui, déjà dans leur couverture, en disent long sur les considérations. Parce qu'il y avait cette espèce aussi d'intérêt pour la danse et la musique expérimentale qu'on retrouvait dans Parachute aussi. Où c'est... il y avait des chroniques de nouvelles musiques tenues d'ailleurs par Raymond Gervais. On discutait beaucoup de danse et de musique et de l'imbrication de ça dans les arts visuels dans les premiers 5-6 ans de Parachute. En 2006 ou 2007? 2006. Ouais. Je pourrais peut-être ajouter quelque chose sur la configuration de l'exposition. On a opté pour un découpage par région, par ville, pour faire en sorte que la densité ethnographique de ces pratiques-là soit perceptible. Par ailleurs, il y a beaucoup à cette époque-là, les artistes collaboraient les uns avec les autres, et puis plusieurs véhicules comme les revues devenait finalement un point de jonction entre des communautés d'artistes situées dans chacune des villes au Canada. Donc, ces plateformes-là permettaient aux artistes de communiquer, mais ça leur permettait aussi d'organiser leurs déplacements physiques, donc de faire en sorte qu'ils puissent présenter des performances ou des expositions dans une ville ou dans l'autre. Et puis ensuite, ces plateformes-là ont aussi permis aux artistes de diffuser leur travail à l'échelle internationale. Donc, c'était une tendance de cette époque-là. L'outil publié devenait finalement un véhicule de diffusion des pratiques dans la mesure où les œuvres étaient miniaturisées, donc où les œuvres pouvaient avoir une existence dans le cadre de la publication elle-même. Donc, il y a beaucoup de liens entre les artistes dans chacun des volets de l'exposition. Il y a peut-être deux petites choses à mentionner qui ont à voir pas avec, mais que le prochain volet ouvre le vernissage est le 16 mars et présentera les villes de Vancouver, Halifax et certaines villes des prairies canadiennes. Donc, c'est un autre gros morceau de cette exposition. Et aussi, je voulais mentionner aussi ce livre qui a été édité, mais qui ne porte pas sur l'exposition, mais qui des actions parlantes, qui a été produit par la galerie où on retrouve 4 textes, un sur le débat linguistique de l'époque, un sur les communes qui ont été mises en place à l'époque, donc des modes de vie alternatifs, et aussi un essai sur le commissariat de Normand-Ontario et un sur Québec Underground, qui est un ouvrage assez singulier qui a été réalisé en fait, c'était une des réalisations du groupe de recherche en administration de l'art à partir des archives d'Yves Robillard sur le Québec Underground de l'époque et toutes les activités underground, surtout les collectifs comme Fusion des Arts. Donc, il y a un essai qui analyse cette publication-là. Et aussi, autre chose que je voudrais mentionner, c'est, parce que ça peut vous intéresser, si vous jetez un coup d'œil aux revues qui sont présentées dans la vitrine derrière, et si vous vous intéressez à la contre-culture, c'est une exposition qui a lieu en ce moment à la Bibliothèque nationale et qui se termine demain, et qui s'intitule Manifeste et contre-culture, et qui est assez intéressante qui présente toutes ces revues et activités éditoriales et de poésie, de prise de parole à l'époque. Alors, je vous encourage beaucoup à aller la visiter parce qu'elle est vraiment intéressante et puis elle se termine demain. Je fais la promotion pour la Bibliothèque nationale. Voilà, c'est fini. Merci.